Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting, lundi 5 octobre 2015, reprise générale des actions au sein de la zone euro, suite à une très belle fin de séance réalisée à Wall Street, et puis de manière générale, deux risques fondamentaux qui semblent levés, alors je vais revenir dessus plus en détail. Le Morning Meeting, l'émission globale macro, on évoque toutes les classes d'actifs par classe d'actifs, et je vais commencer par les indices boursiers d'ailleurs, les marchés actions qui se reprennent avec le secteur des matières premières, les titres liés aux métaux industriels, les titres liés au prix de l'énergie, alors le prix du pétrole, notamment prenez ce matin la hiérarchie titres du CAC 40, ArcelorMittal, Technip, Total, c'est d'ailleurs pour cette raison que le CAC fait beaucoup mieux que le DAX et que l'Eurostoxx 50 fait mieux que le DAX, parce que ces deux indices sont plus pondérés en actifs liés justement aux matières premières. L'autre risque qui a été levé, en tout cas c'est comme ça que le marché résonne, c'est la Réserve fédérale des États-Unis qui ne relèvera pas ses taux cette année, c'est à peu près acquis. La probabilité a chuté, en octobre elle est quasi réduite à néant, en décembre elle est faible, tout simplement parce que la Réserve fédérale qui n'a pas atteint ses objectifs d'inflation, le marché envisageait qu'elle avait atteint ses objectifs en termes de marché du travail. Et ce que montre le mois de septembre, c'est que l'économie US, bien d'une part, elle n'a pas réussi à maintenir son rythme de création d'emplois, et d'autre part, le taux de participation continue de chuter, et ça, à terme, c'est tout de même une très mauvaise chose pour le marché du travail US. Donc, la Fed, quant à elle, on le sait, elle est data dependent, elle est réaliste, et si justement la Fed continue de suivre au plus près ces statistiques macroéconomiques US, elle n'a donc pour le moment pas le bon contexte domestique pour relever ses taux, et ça c'est un facteur haussier pour les marchés actions. Voilà donc pour l'introduction fondamentale. Je vous rappelle que chaque lundi, la Banque Centrale Européenne actualise le développement de ses programmes monétaires, notamment son programme d'achat d'actifs. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié l'avertissement sur les risques liés aux devises et aux produits CFD. Sous vos yeux, des graphiques intraday. Bienvenue, donc vous êtes au Morning Meeting. Moi, je vous rappelle ce graphique hebdomadaire que je vous ai montré tout au long de la semaine dernière, un peu pour la partie technique. Les 3300 points du benchmark de la zone euro, l'Eurostoxx 50, ce support extrême, 10% en deçà du prix moyen des actions européennes lorsque la Banque centrale avait engagé son quantitative easing, 3000 points, un support qui a tenu en 2013, en 2014. Le marché a réintégré d'ailleurs le range de l'année 2014. Et donc, j'estime qu'au-dessus de ce niveau chartiste, que je vois comme l'ultime garant du marché haussier en place depuis 2009, eh bien, le scénario est donc à un redémarrage. Alors, pour le moment, une stabilisation, alors qui est satisfaisante, permise par le secteur des matières premières, mais pas seulement, de manière générale. Donc, cette réserve fédérale qui va maintenir sa politique de taux zéro. Et cette semaine, la saison des résultats du troisième trimestre qui démarre aux États-Unis. Laissez-moi vous montrer un dernier graphique journalier avant de basculer sur l'intraday. Je vous rappelle que selon les contrats futurs, là, donc sur les marchés de taux, la probabilité de voir la Fed, et les marchés de taux sont directement concernés par la politique monétaire conventionnelle, parce que la politique monétaire conventionnelle, c'est justement les taux d'intérêt. Alors, la probabilité de voir la Fed agir en octobre, elle a chuté, elle est passée sous 10%. Selon donc ce consensus proposé par Bloomberg, est basé donc sur les probabilités implicites. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis, mauvais. Alors ils ont joué, globalement c'était assez étonnant. On a commencé par chuter, puis finalement les marchés actions se sont repris tout en haut. Bon, d'une certaine façon, peut-être que les investisseurs se rassurent en se disant que bon bah voilà, la Fed, après tout, elle va rester en soutien avec de telles statistiques. Moi, je notais ici sur l'indicateur technique MACD. L'indicateur technique MACD, j'aime bien l'utiliser en tendance, vraiment pour des vues de marché à moyen long terme, avec ici cette belle divergence haussière de MACD sur l'horizon de temps journalier. Donc l'horizon de temps journalier, c'est pas non plus de l'intraday, c'est quand même du swing. C'est pourquoi je pense que le dernier trimestre de cette année sera favorable aux actions. Bon, on vient de faire un troisième trimestre qui est catastrophique, on a perdu entre 15 et 30% selon les places boursières. Alors, en partant du principe que la situation macroéconomique se stabilise en Chine, en partant du principe que la Fed ne relèvera pas ses taux, et en partant du principe que la Banque Centrale Européenne maintiendra son soutien, voire l'étendra, pourquoi pas envisager un troisième trimestre de meilleure facture. Vous allez me dire que ça fait beaucoup de conditions, mais au final, la Fed, ce n'est même plus une incertitude, elle ne relèvera pas ses taux. Ou si elle le fait, le marché ne comprendra plus rien, parce qu'elle aurait dû le faire bien avant. Là, franchement, elle est complètement coincée. Le CAC 40 peut-il remonter
à 5200 points. Non, il faut être réaliste nous aussi. La Fed elle est data dependent, elle est réaliste, soyons aussi réalistes. Le CAC ne remontera pas sur ses sommets annuels. Peut-il par contre remonter à 4600 points ou à 4700 points? Oui, ça c'est possible. Et depuis les points bas, ça fait donc une reprise d'environ 10%. Et ça, je pense que c'est possible. Et il s'avère que ce matin, les signaux techniques vont plutôt en ce sens. Donc en tout cas, sur ce graphique du CAC ici en données journalières, eh bien, je pense que le marché, ces prochaines semaines, peut revenir chercher les 4690 points. Voilà donc moi ce que je souhaitais vous montrer sur ces graphiques en données journalières. Un mot tout de même sur l'Eurostoxx 50 et le DAX en intraday avant de jeter un œil au graphique intraday du CFD France FRA 40. Alors vous retrouvez ici ce support majeur des 3000 points, sauf que cette fois-ci je l'ai positionné sur un chart intraday. Alors sur le DAX, on a évoqué ce matin la configuration. On était vraiment en accord au sein des équipes d'LIFX du diamant. Sur l'Eurostoxx 50, qui reste quand même sur les marchés à terme le contrat de la zone euro le plus négocié, eh bien cette hypothèse d'un rounding bottom avec une ligne de coup débordée ou en cours de débordement entre 3130 et 3140 permettant d'envisager un Eurostoxx 50 se reprendre en direction des 3200 points. Donc ça c'est pour l'Eurostoxx 50. Le CAC 40 ce matin est en phase de surperformance. Il faut savoir choisir ses indices en fonction du comportement relatif des secteurs. Sur le CFD France 40 en horaire, il y a aussi donc cette formation en rounding bottom que vous pouvez donc constater ici, avec une séance de vendredi dernier particulièrement volatile, mais qui a permis de former un double bottom sur 4400 points. Alors, l'objectif théorique, après ce double bottom sur les 4400 points, c'est de rejoindre le niveau des 4600 points. Alors vous allez me dire c'est presque fait, eh bien oui, c'est presque fait, c'est comme ça. Mais je pense malgré tout que le CAC 40 n'a pas fini de monter. Alors, pour intraday pur, on va regarder en 15 minutes, peut-être faire des retracements, mais ces retracements seront intéressants. En tout cas, je pense que cette semaine, voilà, on est lundi, donc on peut envisager quelque chose sur la semaine, que le CAC soit capable d'aller chercher 4605 points, voire soit en mesure de prolonger en direction des 4690. En tout cas, on a une vraie jambe de hausse qui permet enfin de déborder la résistance à 4500 points. Alors, si retracement il doit y avoir depuis les 4600 points, s'il s'agit par exemple d'un pullback sur ce que je considère désormais comme un support à 4515, là ce sera une opportunité intéressante. Mais en tout cas, les indices boursiers de la zone euro ont confirmé la semaine dernière, après la correction du troisième trimestre, qu'ils ont tenu les supports majeurs, 9340 sur le DAX, 4250 sur le CAC, 3000 sur l'Eurostoxx 50. 3000 c'est aussi d'ailleurs le support majeur à Shanghai. Je vous rappelle au passage, parenthèse, que c'est toujours la fête nationale en Chine et que les marchés sont fermés jusqu'au mercredi 7 octobre. Alors il y a ça aussi peut-être qui retire un peu de volatilité parce que bon, on sait que lorsque la séance asiatique est très mauvaise et notamment à Shanghai, les marchés actions de la zone euro en souffrent. Bon, bah là on n'a pas à s'en soucier parce qu'il n'y a pas de cotation avant mercredi. Avant, il me semble que la réouverture c'est le jeudi 8 octobre. Voilà donc moi ce que je peux vous dire sur le CAC, l'Eurostoxx 50. Alors il y a un indice que l'on ne suit pas beaucoup, il est vrai, et pourtant on devrait. Il s'agit du FTSE. J'attire votre attention sur le CFD UK 100. Pour quelle raison? Parce que de tous les indices boursiers européens, donc j'élargis, ce n'est pas que la zone euro, un des indices boursiers qui est fortement pondéré en actions matières premières, c'est le marché actions de Londres, et notamment le FTSE 100, très représenté notamment en acteurs internationaux des métaux, et notamment des métaux industriels. Il y a aussi des grosses compagnies pétrolières dans le FTSE. Alors, je pense que le FTSE a lui aussi un potentiel de reprise, et je pense que le marché action de Londres peut se reprendre en direction des 6400 points. Alors je dis ça au passage, parce que je n'ai pas l'habitude de le suivre, mais c'est ce que j'observe, c'est que les indices boursiers qui contiennent le plus de titres de matières premières sont ceux qui vont surperformer. Et d'ailleurs, il y a vraiment actuellement un lien intermarché qui est puissant. Alors on comprend bien que les matières premières sont en rebond technique, en tout cas elles se stabilisent. Les métaux, l'énergie,
Il est vrai que la semaine dernière, les indicateurs avancés en provenance de Chine avaient battu le consensus. Le fait aussi que ce soit la fête nationale en Chine, il y a des rachats de shorts. Donc, faut pas s'emballer, mais il y a des éléments comme ça en soutien. Et d'autre part, le fait que la Fed, cette fois-ci, le marché price qu'il n'y aura pas de hausse de taux en 2015 et 2016 reste qu'une simple éventualité. En tout cas, pour cette année, voilà, il n'y a plus à s'inquiéter de la Fed, elle fera rien. Ou si elle fait quelque chose, alors là, je ne comprends plus. Mais en tout cas, cette année, elle ne fera rien. Alors, ça fait partie des choses qui n'inquiètent plus le marché et qui après, en fonction des indices boursiers, après 15 à 30%, le CAC avait perdu 19% depuis ses sommets du mois d'avril. Donc, eh bien, on reprend 10 et remonter à 4700 points, c'est pas transcendantal, sachant que le Fed Fund Hike n'aura pas lieu cette année. Et c'est quand même un risque majeur qui disparaît. En tout cas, c'est perçu comme un risque. Donc, le FTSE, je pense, lui, peut se reprendre en direction ici des 6400 points. En tout cas, ici, le CFD UK 100, que je pense il faut étudier sur des niveaux de support. Alors, je parle beaucoup du secteur des matières premières avec un meilleur comportement relatif des indices fortement pondérés en actions matières premières. C'est aussi le cas sur le marché des devises, avec un dollar néo-zélandais et un dollar canadien en forte reprise, notamment face au dollar américain. Le dollar australien, c'est un peu différent, mais probablement parce que ce soir, il y a la décision de politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie. Alors, il y a un peu plus d'incertitude, on ne sait pas vraiment ce qu'elle va faire. Elle peut encore baisser ses taux, hein. Elle peut le faire. Le DAX, lui, n'a pas encore franchi ses sommets du 1er octobre. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il va le faire? Est-il simplement en retard? Le problème que rencontre ce matin l'indice de Francfort, c'est que dans sa composition, il n'y a pas de grosses compagnies pétrolières et il n'y a pas d'acteurs majeurs du secteur des métaux. Et d'autre part, il y a une forte pondération en titres automobiles et le secteur automobile, et notamment Volkswagen, sont quand même actuellement en plein cœur d'un scandale. Donc, tous ces éléments font qu'il est plus en retrait. Malgré tout, il se reprend bien depuis les points bas de la mi-séance du vendredi 2 octobre. Il est actuellement en train de tester justement cette résistance à 9750 points, en partant du principe qu'il y aurait en effet une structure de creux en diamant, et que ce marché a tenu les 9340 points, eh bien on pourrait envisager qu'il se reprenne en intégrant sa sous-performance, pourquoi pas cette semaine, en direction des 9880 points. Alors, 9880 points, ça peut être une cible cette semaine. Le seul bémol, et c'est pourquoi je vous invite, si vous cherchez du directionnel, à vous intéresser davantage au CAC, au FTSE et à l'Eurostoxx 50, c'est sa sous-pondération en titre matière première. Et d'autre part, il y a toujours Volkswagen qui dérange un peu. Même si au fond ce titre a fortement chuté et pourrait subir des rachats de short, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'existence même du groupe, hein. Donc il y a là par contre de l'incertitude qui n'a pas disparu. Dans tous les cas, le DAX est quand même bien orienté depuis l'après-midi du 2 octobre. Il sous-performe mais progresse tout de même. Et il faudrait vraiment que le DAX franchisse les 9786 pour le voir accélérer. Peut-il le faire? Eh bien écoutez, tant qu'il reste dans ce canal horaire, dans ce canal 15 minutes de reprise, j'ai un canal aussi en 15 minutes, là depuis le 2 octobre, tant qu'on reste à l'intérieur, oui c'est un scénario envisageable, avec donc la semaine dernière la préservation du support décisif ici à 9340 points. Donc le trimestre commence par un rachat de positions vendeuses, après un troisième trimestre qui a été très difficile sur les marchés actions. Qu'en est-il maintenant des contrats de taux? Là, c'est ce qui a été le plus significatif. Ça reste toujours très progressif, mais ça continue de progresser. Je reviens moi sur l'analyse technique du Bund. Alors, étant donné que le marché exclut désormais de voir la Fed relever ses taux, tous les taux aux États-Unis ont chuté vendredi, notamment les taux obligataires, avec une contagion sur les taux souverains les plus élastiques à l'évolution des taux aux États-Unis et notamment celui de l'Allemagne, parce que le contrat de taux allemand il est classé dans la même catégorie que le contrat de taux US, c'est-à-dire c'est des pays qui sont bien notés, hein, du point de vue de leur dette souveraine. Donc forcément les taux obligataires ont chuté en Allemagne,
le Bund a débordé la résistance à 156 points, ce qui était un signal d'achat. Et d'autre part, ce niveau, c'était le niveau du contrat le 9 mars dernier lorsque la BCE a lancé son QE, c'était le point de décrochage en mai dernier, c'était 2 points de rejet le 1er juin et le 24 août, et finalement le marché l'a franchi. Alors là, il y a simplement un changement de polarité. Le niveau des 156 est désormais support. Après, la hausse ne se fera pas de manière verticale, parce que j'ai toujours cette espèce de canal ici à faible pente. Donc par contre, si le marché revient tester les 156, il s'agira d'un support cette fois-ci. Mais voilà, on a atteint le haut de canal. Donc je pense que par contre là, attention, on a atteint un objectif. On a fait une espèce d'étoile filante sous justement le haut de canal à 157,50. Ce marché peut désormais temporiser. Et j'estime que s'il revient dans cette zone des 156, là il sera attractif. Mais à court terme, le Bund va baisser parce qu'il a atteint des résistances. Et le Bund va baisser aussi parce que les marchés actions sont plutôt recherchés depuis le milieu de séance de vendredi. Alors, voilà moi ce que je pouvais vous dire sur ces indices boursiers de la zone euro. Wall Street, avec la belle séance de vendredi, j'en reparlerai tout à l'heure dans le Wall Street Insider. Vous pouvez vous étonner du fait que le dollar américain ne soit pas parti en chute libre, mais pour la simple et bonne raison que il est de toute façon en range depuis 6 mois. Alors il n'y avait pas non plus d'excès aussi à corriger. D'une certaine façon, le range de l'US dollar index depuis 6 mois nous indique peut-être qu'au fond le marché n'a jamais cru à un relèvement des taux de la Fed cette année. Il n'aura pas lieu. Et globalement, le dollar US, eh bien, je pense, va rester dans ce vaste range jusqu'à la fin d'année. Un range qui est énorme sur l'US dollar index de FXM, puisqu'il a lieu entre 11 736 et 12 150. Sur le court terme, le marché est resté couvert par cette ligne de tendance qui attrape tous les sommets. Il se replie, il reste sous les 12 049 points. Et pour ce qui est du court terme immédiat, il peut retomber à nouveau en direction des 12 020 points. Mais au fond, l'analyse technique de l'US Dollar Index n'a pas retrouvé vraiment quelque chose d'hyper directionnel. Pourquoi? Parce que la reprise, la baisse du dollar US sur le court terme, elle est essentiellement liée non pas au dollar US dans son positionnement propre, mais essentiellement à la reprise des devises des matières premières, notamment du dollar canadien, du dollar néo-zélandais et du dollar australien. Les devises européennes ne se reprennent pas vraiment face au dollar US, elles restent globalement en range. Quant au yen japonais, lui, il continue de se replier face au dollar US à court terme, étant donné que lui est lié directement au positionnement des investisseurs par rapport au risque. Alors justement, le taux USD Yen a bien réagi sur le support des 118,90, c'est la partie basse du range en place depuis le mois d'août dernier. C'est 50% de retracement de l'impulsion qui a eu lieu entre le 24 août et le 28 août. Et donc je pense que l'USD Yen peut aussi progresser cette semaine. Alors on peut tracer aussi cette oblique pour essayer de déterminer un objectif de cours. Mais si le CAC rejoint donc ces 4605 points, voire 4007 cette semaine, quel target peut-on envisager sur le taux USD Yen? Alors déjà pour ce qui est du court terme immédiat, revoir les 120 points 40, mais derrière, je pense que l'USD Yen pourra se reprendre en direction des 120 points 80, 121 Yen cette semaine. Alors au final, le dollar monte face au yen japonais. Le dollar a d'abord chuté face à l'euro, puis il est remonté en fin de session, et puis là, ce matin, il recule à nouveau. Le taux euro-dollar en H4, moi je m'intéresse à cette ligne de tendance qui attrape le sommet du 24 août et le sommet du 18 septembre. Le taux de change euro-dollar à moyen terme, je le vois neutre entre 1,11 et 1,1450. 1,11, c'est le support décisif qui a tenu à plusieurs reprises en septembre. 1,1450, c'est la résistance hebdomadaire qui a notamment renversé les cours à la baisse à la fin du mois d'août quand il y a eu une accélération et donc un piège la semaine du 20 août, puisque le marché avait clôturé la semaine à 1,11. Eh bien, je pense que l'euro-dollar peut rester durablement dans ce range, cette année notamment. Ce qu'on va vraiment attendre au mois d'octobre, c'est la façon dont la Banque Centrale Européenne va s'ajuster par rapport à la Fed. À court terme, le taux de change euro-dollar se reprend. À court terme, le taux de change euro-dollar devrait repartir à l'assaut de la ligne de tendance qui se situe ici à 1,13.
Alors on a cette espèce de canal aussi en H4 que je trouve intéressant. Parce que finalement, lorsque je projette la parallèle de cette ligne de tendance, ça permettait d'attraper le point haut du 2 octobre, lorsque le marché a tenté de dépasser les 1,1315 et qu'il est retombé. Et donc j'ai le sentiment qu'on retourne attaquer la résistance, et qui là, si je projette verticalement, 1,13, 1,1305 me semble être un objectif pour l'hyper court terme, donc l'intraday ici, du taux de change euro-dollar. Alors, de toutes les paires majeures, celle qui en swing m'intéresse le plus, c'est le taux de change NZD-USD, parce que je ne suis pas dérangé la nuit prochaine par la Banque de réserve d'Australie. Il n'y a pas de décision de politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Sur le plan graphique, il y a un double bottom qui est parfait sur le niveau des 0,6230 $, cassure de la ligne de coup à 0,6456 $. C'est assez propre, hein, double bottom, la ligne de coup ici. Donc je vise 0,66 $, je confirme. Donc il y a un potentiel encore d'environ 85 pips à la hausse sur le taux de change NZD-USD. Alors, soit vous y êtes, si ce n'est pas le cas, il y a des éléments chartistes qui permettent de profiter de ce mouvement, notamment la ligne de coup si le marché a fait un pullback, et s'il ne fait pas de pullback, cette ligne de tendance haussière qui attrape tous les plus bas de marché ici, celui du 29 septembre et celui du 2 octobre, en utilisant les bougies H4. Donc, c'est ce qui m'intéresse le plus. Le GBP-USD, lui, rien de nouveau sous le soleil. Il ne parvient pas à profiter de la faiblesse du dollar US suite au rapport NFP. Moi, je m'intéresse toujours à ce graphique hebdomadaire du GBP-USD et c'est étonnant de voir à quel point les arguments pour voir le sterling se renforcer face au dollar US sont présents et pourtant ce n'est pas le cas. Le risque reste donc toujours de voir le câble briser le support des 1,51, 1,51,90, un support qui a tenu la semaine dernière, donc pas de cassure, pas de signal de vente, c'est un fait. Par contre, voilà, c'est stable. Voilà, on travaille la zone, c'est cet intervalle, hein, ici, entre 1,50,90 et 1,51,60. Le marché l'a tenu, mais voilà, on tergiverse autour. On est sorti par le bas, il est vrai, de ce petit canal de baisse, ici. Hein, et donc désormais, c'est vrai qu'on a récupéré une orientation qui est un peu plus favorable. On avait potentiellement cette structure en wedge, mais on n'a pas derrière non plus de forte accélération. D'ailleurs, parmi toutes les paires majeures, si cette semaine, en début de semaine, le GBP-USD et l'AUD-USD sont les taux de change qui donnent les mouvements les moins convaincants face au dollar US, c'est aussi probablement parce que ce sont deux banques centrales qui parlent cette semaine, deux banques centrales qui prennent une décision sur leur taux, ce qui peut mettre le marché plus en position de recul parce qu'en phase d'attente. C'est pour cette raison, encore une fois, que je privilégie le taux de change NZD-USD pour des stratégies de vente du dollar américain. Elle est vraiment très adaptée et sur le plan technique, c'est propre. Je pense qu'on peut viser au moins 0,66 $. Au moins 0,66 $, ça me paraît vraiment un bel objectif sur le NZD-USD. Je suis confiant, vraiment confiant, notamment depuis la cassure des 0,6450 $. Alors, les matières premières se reprennent, notamment les matières premières industrielles, vous l'avez compris, notamment le cuivre. J'ai fait le tour d'horizon des métaux ce matin, le palladium c'est propre, le platine aussi, le cuivre aussi, à court terme. Alors forcément les devises qui sont liées au prix des métaux en profitent. Les indices boursiers fortement pondérés en entreprises multinationales qui tirent leurs revenus de la vente des métaux en profitent. Le FTSE, le CAC 40, regardez aujourd'hui ArcelorMittal est leader du CAC 40. Donc voilà, le marché donne là des indications assez limpides qu'il faut se positionner long à court terme sur ces devises des matières premières. Donc moi le dollar néo-zélandais c'est celui que je préfère, NZD-USD, c'est boule, je vise 0,66. Alors l'once d'or c'est différent, l'once d'or a fortement monté vendredi après avoir chuté, il a réagi sur cette ligne de tendance haussière, le dollar a reculé. Et ce que j'observe ce matin, c'est à nouveau un arbitrage défavorable au métal jaune et qui profite aux métaux industriels. Lorsque je superpose le prix du cuivre et le prix de l'once d'or, alors c'est pas grand chose, hein, l'once d'or se replie légèrement durant la session asiatique, mais on a au contraire une hausse du cuivre, du platine, du palladium. Malgré tout, l'once d'or, il a fortement remonté avec un dollar US qui a été pénalisé par le rapport NFP, mais si je devais choisir des métaux pour acheter,
ce seraient les métaux industriels, et notamment le cuivre, notamment le platine, notamment palladium. L'once d'or, lui, se replie légèrement parce que, eh bien voilà, il y a un arbitrage ici qui bénéficie donc aux métaux industriels et qui est légèrement, je l'avoue, légèrement défavorable aux métaux précieux. Alors, ça c'est ce que je pouvais vous dire sur ces éléments-là. Le Bund, ok. L'once d'or, voilà, donc moi ce que je pouvais vous dire, si vous avez davantage de questions, j'y répondrai. Alors maintenant le pétrole. Le pétrole, tentative le 1er octobre, j'ai cru que c'était la bonne, c'est retombé, ce qui montre bien que ça reste volatile. Au moment où je vous parle, pile poil, le CFD US Oil réattaque la ligne de tendance qui délimite la partie haute de cette configuration en triangle. Alors cette fois-ci, il faut attendre, parce qu'il y a encore la possibilité d'un piège. Je pense que la clôture H4 doit être attendue, il faut l'attendre, parce qu'on avait eu des clôtures H1 favorables, en H4 on voit que non, donc c'est ce que j'attends sur le plan d'analyse technique pour pouvoir envisager une reprise du prix du pétrole à 49 $. Après c'est vrai que lorsque je fais le tour d'horizon ce matin des compagnies pétrolières en bourse, pas seulement Total, mais de toutes les grosses compagnies pétrolières au sein de la zone euro, notamment dans les indices FTSE, MIB et CAC 40, donc les grosses compagnies pétrolières anglaises, italiennes et françaises, elles sont recherchées. Alors, est-ce que le marché se projette sur la poursuite du rebond du prix du pétrole vers 49 $? Pourquoi pas? D'un point de vue technique, il faudrait vraiment enregistrer une cassure intraday par le haut du triangle pour enfin viser 49. Après, moi j'ai quand même un biais positif à court terme, mais c'est vrai que le signal n'a pas été donné. Au final, j'ai un biais positif tant que le pétrole tient les 44 $. Donc je vais mettre sur mon graphique 44 $. Ce sera mon stop pour la vue de marché. Voilà, 44 $. Tant qu'on tient les 44, j'ai le sentiment qu'on peut remonter à 49. Si jamais le marché devrait rebriser les 44 $, bah là j'abandonnerai complètement cette opinion et on retombera violemment, quoi. Donc là ce sera sacrément compliqué. Donc 44 $, c'est le niveau d'invalidation pour cette anticipation positive ici sur le US Oil. Alors, le taux de change USD-CAD maintenant, forcément avec cette anticipation positive sur le prix du pétrole, le dollar canadien se renforce. Deux stratégies, en fait une. La première, celle qu'avait d'ailleurs bien envisagé Sylvain à travers ce repli du taux de change USD-CAD lorsque le marché a réintégré les 1,3350, il y a eu un piège au-dessus des 1,3350, l'USD-CAD va chuter davantage, et notamment en direction des 1,30. Donc ça c'est une chose. Mais moi ce qui m'intéresse c'est que d'autres paires en dollars canadiens donnent des signaux de vente, et notamment le GBP CAD. Le GBP CAD qui est donc désormais sous l'influence d'une structure technique ici assez classique, une structure de sommet en épaule, tête-épaule. On a cassé la ligne de coup durant la session asiatique. Je pense que le taux de change USD-CAD peut se replier en direction des 1,95. Donc il y a encore clairement du potentiel. Vous avez ici un laquage sur la ligne de coup. C'est assez net, ça a eu lieu vendredi en fin de session européenne. Le 2 octobre en fin de session européenne, casse sur la ligne de coup, un pullback ce matin et là ça repart. Donc voilà, le dollar canadien se reprend fermement face à toutes les monnaies, notamment face au dollar américain, mais aussi face à la livre sterling, et aussi face à l'euro de manière générale. Mais c'est surtout sur le taux GBP-CAD qu'on a un signal technique qui est assez limpide et à court terme. Pour ce qui est de l'objectif immédiat, je vise 1,9767. 1,9767, donc environ 130 pips de baisse additionnelle à court terme. Je réponds puisque j'ai vu une question dans le chat. Donc 130 pips de baisse à venir sur le taux GBP-CAD pour ce qui est de l'hyper court terme. Alors, écoutez, moi je pense avoir fait le tour d'horizon des actifs qui comptent. Je laisse ici en plein écran le taux de change euro-dollar. Je pense que le taux de change euro-dollar va revenir chercher la ligne de tendance. Elle passe environ aux alentours des 1,13, 1,1305 $. Ça c'est pour l'objectif très court terme. Maintenant je vais jeter un œil à vos questions et je vois déjà tout un tas d'actifs envisagés. Donc ce que je fais, je fais une lecture panoramique des questions parce que souvent ça peut être les mêmes et j'y réponds. Donc le GBP4 je le note. Le DAX je le note. Alors, visiteur qui me pose la question, est-ce qu'un crack boursier est-il possible en octobre? Je la note.
euro-yen et euro-GBP. Ok, allez, dans l'ordre. Alors, première question, c'était sur le GBP CAD. Je viens d'y répondre, mais je remonte. Oui, donc, le GBP CAD, quel est mon objectif? Eh bien, c'est 1,9767. 1,9767. On en reparle dans 24 heures. 1,9767. Alors, ensuite, l'euro GBP et l'euro yen. C'est parti. Alors, l'euro GBP, il attaque un niveau qui est décisif. Clairement, l'euro GBP semble avoir du potentiel, essentiellement parce que la livre sterling est faible. Moi, je vais vous montrer ici ce graphique en données journalières. Voilà, l'euro GBP, je me demande s'il ne serait pas enfin capable de dépasser la résistance à 0,7420. Résistance qui bloque les cours depuis un certain temps. Peut-être que le marché fait une espèce de figure de creux. C'est vrai qu'on peut aussi avoir le sentiment qu'on est sorti par le haut d'un drapeau lors de la séance du 23 septembre et qu'à ce moment-là, si je raisonne, donc je reporte cette jambe de hausse au point bas ici de la conso. Le vrai niveau à dépasser, c'est 0,7440 pour envisager de voir le marché atteindre 0,76. Parce que c'est ce cours de clôture ici. C'est le cours de clôture du 6 mai. On teste vraiment le niveau décisif sur l'euro GBP, donc j'ai pas envie de m'emballer. Je ne vais pas vous dire que c'est bullish alors qu'on est sous la résistance. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut probablement pas la shorter. Parce qu'il y a des velléités positives. Le sterling, je ne sais pas ce qu'il nous prépare depuis 2 semaines, notamment sur le GBP USD, où il est sur le fil de rasoir, mais il baisse pas non, il chute pas non plus, mais il rebondit pas violemment non plus. Ce que je peux vous dire sur l'euro GBP, c'est qu'il teste un seuil décisif sur le plan technique à 0,7450. Que si ça passe, c'est pour progresser de 150 pips de plus, mais que pour le moment non. Et alors, est-ce qu'on peut avoir ici cette lecture en drapeau? Je suis mal à l'aise par rapport au niveau actuel du GBP, de l'euro GBP. Sous les 0,7450, je vais avoir du mal à vraiment défendre davantage de potentiel. Mais par contre, si ça passe, ce sera fermement positif. Alors, l'euro yen lui a donné un signal d'achat clair, net. Le yen est sous pression. Le fait que le yen soit sous pression, c'est dû à 2 choses. D'une part, le marché s'est repositionné à court terme en faveur du risque après un 3e trimestre catastrophique. C'est vendeur sur le yen, c'est assez net. L'USD yen qui a notamment bien réagi sur un support important. Des spéculations ce mois-ci pour voir la Banque centrale du Japon étendre une énième fois, je ne sais plus où on en est, son programme d'achat d'actifs, qui est beaucoup plus large que celui de la Banque centrale européenne, puisqu'elle achète même des ETF. La Banque centrale du Japon, imaginez. Elle achète des ETF sur le Nikkei 225. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez fort. D'ailleurs le Nikkei, je vais vous en reparler. Je pense que ce marché a établi un creux majeur. Je vous ai partagé un graphique journalier vendredi. J'ai le sentiment que le marché action japonais, lui aussi, est très intéressant pour ce dernier trimestre à l'achat. L'euro yen qui donne donc un signal d'achat du fait essentiellement de la faiblesse du yen, cassure de la résistance à 135. On sort par le haut d'un range 133-135. Alors, bête et méchant, en appliquant le chartisme, objectif 137 yens. Donc je vais positionner ici le niveau. Objectif 137 yens, c'est essentiellement vendeur pour le yen japonais. Donc au final, on a quand même un ensemble d'éléments très favorables au risque. Et lorsque le marché se positionne en faveur du risque, cela signifie que les matières premières industrielles sont achetées, les actions sont achetées et que les devises avec un fort aspect refuge sont vendus, et notamment donc le yen japonais. D'où et le fait d'ailleurs de voir l'euro yen fortement progresser, c'est un peu celui qui manquait, puisqu'il était en range depuis longtemps entre 133 et 135. Bon bah là il y a un signal d'achat qui a été donné d'ailleurs à l'ouverture de la session européenne, cassure des 135. Donc voilà, je pense qu'on peut viser 136 et 137 yens. C'est assez net ce matin, ce signal d'achat sur le taux de change euro-yen. Alors le fait de voir l'euro yen donner casser la résistance ne signifie pas forcément que l'euro GBP va le faire. En tout cas, ça m'invite à exclure des stratégies de vente de la résistance à 0,7450 sur l'euro GBP parce qu'il pourrait progresser. Et notez d'ailleurs que l'appréciation de l'euro face à certaines devises ne gêne pas la hausse des actions européennes. Donc, bon, ça fait quand même beaucoup d'éléments favorables aux actions européennes.
notamment au CAC et à l'Eurostoxx 50 et au FTSE. Malheureusement, pour ceux qui s'intéressent au DAX, il sous-performe. Parce que dans sa composition, il n'y a pas de compagnie pétrolière, il n'y a pas de multinationale des matières premières. Par contre, de l'automobile, il y en a. Mais malheureusement, avec les fraudes de Volkswagen, c'est plus le secteur qui est le plus recherché en bourse. Alors voilà, chers auditeurs, moi ce que je pouvais vous proposer comme vue d'ensemble, concentrez-vous sur les ventes du yen, sur les actions européennes et sur les métaux industriels et l'énergie. Je pense que cette semaine, les mouvements vont se situer sur l'ensemble de ces facteurs. Voilà, il est 11h45, j'ai répondu à toutes vos questions. Prochaine émission avec Sylvain à 13h, le 13h des traders. Quant à moi, je vous retrouve à quelle heure, je sais plus, 15h15 probablement pour le Wall Street Insider. 15-15, voilà. 15-15, c'est l'ISM. Donc à tout à l'heure. Merci beaucoup.